Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous voici réunis pour notre traditionnel webinaire de fin juillet où nous allons vous présenter les résultats du groupe. Alors, tout d'abord, un clin d'œil appuyé à nos salariés qui ont réussi l'exploit, il faut le dire, de battre à nouveau le record de chiffre d'affaires et de résultats de l'année dernière à la même époque. Et c'était extrêmement difficile à réaliser puisque nous avions fait l'année dernière une progression très importante. Et rappelez-vous, nous avions anticipé la difficulté en disant l'année prochaine sera difficile. Et pourtant, le chiffre est encore supérieur. Les résultats, on le verra tout à l'heure avec Patricia, sont encore supérieurs. Donc bravo à eux, à tous nos salariés qui ont travaillé dans un contexte difficile, chaotique, et ça depuis 2 ans. Donc c'est particulièrement remarquable. Un petit rappel aussi sur l'effet que nous avions constaté durant le deuxième trimestre 2021, un effet d'anticipation de commandes de nos clients pour, d'une certaine façon, amortir les hausses de prix. Et nous avons estimé à peu près cette anticipation de commandes l'année dernière à 4 millions d'euros. Et ces 4 millions d'euros auraient dû normalement être facturés au troisième trimestre 2021, ce qui n'a pas été le cas et ce qui rendait la tâche encore plus difficile cette année. Et puis, une dernière chose, un dernier clin d'œil, ça fait maintenant plusieurs mois que quand on regarde le chiffre d'affaires du groupe sur 12 mois glissants, nous dépassons les 500 millions d'euros facturés. Et donc, c'est une barre symbolique que nous soulignons dans notre lettre aux actionnaires. Nous sommes maintenant 735 personnes dans le groupe Thermador, un chiffre quasi identique par rapport à la fin du premier trimestre de cette année. L'essentiel des recrutements s'est donc déroulé sur ce premier trimestre, sachant que nous avions terminé l'année dernière à 712 personnes. Un regard synthétique sur le chiffre d'affaires. Donc vous avez ce chiffre d'affaires détaillé par filiale dans la lettre numéro 107, que vous avez reçue soit par courrier, soit en version digitale hier soir. Nous nous présentons ce soir une version simplifiée avec deux canaux de distribution majeurs. Le canal grand public qui souffre, qui a souffert au premier trimestre, mais qui continue à souffrir et qui va sans doute souffrir toute l'année. C'est pas vraiment une surprise, avec une baisse de chiffre d'affaires de 5,1% sur les 4 enseignes du groupe qui travaillent dans ce canal. Alors, on a quand même mis un rappel par rapport à 2019 pour montrer que même si nous baissons cette année, les progressions ont été telles en 2020 et 2021 que nous avons encore un peu d'avance, c'est le moins qu'on puisse dire, sur 2019. Donc la situation n'est pas catastrophique, mais c'est vrai que ça ne fait jamais plaisir d'avoir des baisses de chiffre d'affaires. C'est particulièrement vrai pour les gros matériels et donc pour Mecafer, parce que les Français aujourd'hui réfléchissent à 2 fois avant d'investir dans un matériel un petit peu plus coûteux à comparer d'une robinetterie sanitaire qui peut se changer plus facilement. Dans le domaine professionnel, là la progression se poursuit et on le verra tout à l'heure notamment grâce à la rénovation énergétique, avec une progression de plus de 13% sur cette première partie de l'année et une progression extrêmement importante, plus de 58% depuis 2019. Et tout ça pour arriver à une progression de chiffre d'affaires de 9,4% sur ce premier semestre. Un regard sur la croissance organique du groupe par trimestre. Et là, on a un zoom arrière sur quasiment 5 ans, puisque vous voyez les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 par trimestre. On voit très clairement encore la crise du Covid 2020 avec ses baisses, la reprise 2021, la reprise 2021 avec des chiffres tout à fait exceptionnels, hein, puisque lors du deuxième trimestre de l'année 2021, nous étions à des progressions supérieures à 40%, ce qui était vraiment
très extraordinaire. Et pour autant, nous reprenons sur cette année 2022 une croissance assez forte, portée essentiellement par l'inflation. Nous allons le voir tout de suite. Alors, sur les faits marquants, la rénovation énergétique des bâtiments. Fort heureusement, le groupe Thermador et quelques-unes de ses filiales, et notamment la plus ancienne de ses filiales, Thermador, est extrêmement bien positionnée pour livrer au marché des composants et des matériels pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et nous continuons à être portés par cette vague et par les aides gouvernementales, MaPrimeRénov', mais par les aides aussi amenées par les fournisseurs d'énergie sous la forme des C2E, ce qui fait que on continue à faire de très bons résultats. Alors il s'agit de matériel autour des pompes à chaleur par exemple, mais également autour des chauffe-eau solaires qui sont vendus par Thermador. Il y a d'autres matériels, j'en parlerai rapidement tout à l'heure, dans les perspectives. La guerre en Ukraine reste quand même un événement marquant de cette année. Nous en avons déjà parlé, l'impact pour le groupe à court terme est faible, mais à moyen terme, un impact sur l'économie qui forcément nous touche et sur le prix des matières et l'énergie. Nous avons dans le groupe Thermador constitué un pôle développement durable, et c'est une petite équipe qui va être située à la holding et qui sera amenée à aider nos filiales à accomplir nos objectifs communs, puisque nos objectifs dans le développement durable sont bien évidemment la responsabilité de tous, de toutes nos filiales, de tous nos salariés. Donc cette petite équipe sera dirigée maintenant par une directrice du développement durable qui est arrivée au 1er juin dans le groupe Thermador et qui s'appelle Caroline Desplaces-Coty. Donc bienvenue à elle, mais j'ai déjà eu l'occasion de lui dire à plusieurs reprises. Et elle est aidée par deux personnes. Nicolas Klein, qui est dans le groupe Thermador depuis 3 ans et demi et qui a fait ses premières armes dans le groupe chez Sferaco en tant que qualiticien et qui va œuvrer dans cette équipe, dans ce pôle développement durable, toujours en tant que qualiticien pour aider les filiales à franchir les étapes des normes qualité, ISO 9001, ISO 14001, mais également qui va les aider à relever les défis de ce que nous appelons dans le groupe Thermador l'enjeu bas carbone. Donc Nicolas et également Benjamin Lison, qui est une personne qui actuellement travaille chez iCare, mais qui travaille à mi-temps pour nous. iCare, c'est la société qui nous accompagne au niveau du développement durable et dans notre démarche. Donc c'est une société spécialisée. Et Benjamin nous accompagne tout particulièrement sur l'éco-conception. Il a déjà vu avec beaucoup de nos filiales des projets concrets d'éco-conception sur nos produits. Un point marquant, les hausses de prix. Bon, je suis depuis 1999 dans le groupe Thermador et je n'ai jamais vu ça. 11,4% de hausse de prix répercutée à nos clients. C'est véritablement un séisme d'inflation, on va dire. Donc, on verra tout à l'heure, Patricia y reviendra en détail, que nous sommes parvenus quasiment à répercuter ces hausses sur le marché, mais pas tout à fait. L'acquisition d'une entreprise par notre filiale Sferaco, cette entreprise s'appelle AFI. Elle est spécialisée dans la vente de raccords en acier et en fonte, mais également de brides acier. Et c'est une gamme qui complète parfaitement les gammes de Sferaco. Donc bienvenue à cette équipe AFI, bienvenue à ces 8 personnes qui sont maintenant 8 salariés de la société Sferaco. Alors pour information, cette acquisition a été financée en cash pour un montant de 1,5 million.
Patricia me rappelait tout à l'heure que c'est une acquisition non pas d'une entreprise, mais d'un fonds de commerce et de son bâtiment. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, vous pourrez les poser à Patricia tout à l'heure. La hausse du stock, c'est vraiment aussi un des points marquants, des faits marquants de ce premier semestre. Donc vous voyez sur ce schéma, on passe en 12 mois de 142 jours à 204 jours. C'est un saut très important. Alors c'est dû au fait que en juin de l'année dernière, on était bas en stock et cette année, on est sans doute haut en stock. Patricia y reviendra tout à l'heure. Parlons maintenant des éléments qui nous viennent de nos marchés, de nos clients. Alors, vous connaissez maintenant ces deux indicateurs. L'indicateur FNAS reprend les chiffres de vente de nos clients grossistes en sanitaire chauffage. Vous voyez que depuis 2021, tout est au vert. En revanche, même si nous avons fait, si nos clients ont fait un début d'année assez tonitruant, nous voyons que la hausse de chiffre d'affaires pour ces clients est plus modérée et à relativiser également de l'inflation qui doit être, à mon avis, au moins égale ou supérieure à l'inflation que nous avons nous-mêmes répercutée à nos clients. Donc on voit qu'on reste dans le vert, mais sans doute un petit ralentissement aujourd'hui. Et puis l'indice Brico-Brief qui reprend les éléments de tous les fournisseurs des grandes surfaces de bricolage. Et vous voyez que cet indice est dans le rouge depuis maintenant plusieurs mois, avec une embellie sur le mois de mai, mais qui était portée par l'univers du jardin, mais qui s'est vite tarie malheureusement. Et ça explique une partie de la baisse des chiffres d'affaires des filiales du groupe. Un focus rapide sur les logements neufs. Si nous nous contentons de regarder la courbe des permis de construire, nous crions victoire, puisque vous voyez que au mois de mai, fin du mois de mai, nous étions à quasiment à un taux historique de 500 000 permis de construire déposés en France. Ces permis de construire ont été artificiellement boostés par la rénovation énergétique 2020 qui s'applique en 2022. Donc certains maîtres d'ouvrage ont essayé de faire passer leur permis de construire avant l'application de cette nouvelle norme. Pour autant, et ce qui est beaucoup moins rassurant, nous voyons la courbe des mises en chantier plate depuis plusieurs mois, même en légère décroissance, ce qui montre que déposer un permis c'est bien, mais commencer les travaux c'est parfois plus difficile, et particulièrement dans une situation en France où l'inflation est très forte. Donc on peut avoir un problème de financement de son chantier au moment de démarrer. Les taux d'intérêt augmentent et nous constatons également sur le terrain des difficultés à trouver les personnes pour faire ces chantiers réalisés. Donc nous anticipons des moments difficiles sur le logement neuf dans les mois qui viennent, ce qui pourra pénaliser deux de nos filiales, PB Tube et Thermacome, qui sont les plus exposés à ce marché. L'industrie en France est toujours à un niveau supérieur à 2021, puisque cet indice qui oscille autour de 50 indique l'activité supérieure quand il se situe au-dessus de 50. Et vous voyez que cette courbe se rapproche des 50, donc nous sommes sur une tendance baissière sur l'industrie, ce qui n'est pas très étonnant dans la crise que nous traversons ou qui se présente à nous. Nous mesurons le même phénomène sur cette deuxième courbe qui montre la tendance en Europe, avec cette baisse récente de la tendance qui, en Europe, peut pénaliser notre filiale Safeco. Parole à Patricia maintenant, qui va, avec sourire, nous expliquer que la situation financière du groupe est excellente. Patricia, nous t'écoutons. Donc oui, au niveau du... Merci Guillaume de me passer la parole. Au niveau de nos chiffres et donc de notre résultat, on peut se féliciter d'avoir un résultat qui est en croissance
dans ce contexte qui était quand même marqué par des événements marquants. Donc effectivement, on a l'inflation, on a eu la crise en Ukraine qui pouvait en fait ralentir, des tensions sur les approvisionnements. Donc en dépit de tous ces événements, on peut dire que nous avons une belle réalisation sur ce premier semestre avec un résultat net qui dépasse en fait les 30 millions d'euros. Et si on regarde, on a réussi, nous sommes parvenus à maintenir notre rentabilité. Donc si on prend le ratio résultat net sur le chiffre d'affaires, entre 2021 et 2022, on reste en fait à 10,7%. Donc comment on explique cette belle réalisation ? Bon, le chiffre d'affaires, Guillaume, en fait, a commenté. C'est vrai qu'on a eu de l'inflation et donc ça explique en partie, parce qu'on a parlé d'une inflation répercutée à nos clients à 11,4%. Donc, quand on regarde la réalisation des 9,4%, on peut se dire qu'on a perdu quand même certains volumes. Mais il n'empêche que c'est un chiffre d'affaires qui est en croissance, qui reste quand même, qui était challenging à réaliser par rapport en fait à fin juin 2021. Ensuite, si on regarde donc le résultat opérationnel, donc effectivement, c'est ce résultat opérationnel, c'est là où on voit en fait l'impact de cette inflation que nous avons répercuté en partie, puisqu'on on a un résultat opérationnel qui augmente de 5,6% comparé en fait à l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc l'explication majeure, c'est la baisse de nos taux de marge. Donc effectivement, on a un taux de marge commercial qui baisse légèrement de 0,9 points par rapport en fait à juin 2021. Et comment on explique cette baisse ? Cette baisse, en fait, elle est due en grande partie par le grand public. Donc le grand public qui est confronté à une tension sur la demande, sur la consommation et à une augmentation de ses prix à l'achat avec un impact de la parité euro-dollar. Tout cela conjugué fait qu'il y a une augmentation des prix et peut-être un décalage dans le temps à passer en fait ces augmentations de prix à nos clients qui sont dans la grande distribution. Donc ça explique cette baisse de taux de marge. Et si on regarde au niveau du canal professionnel, par contre, là on a effectivement un maintien de notre taux de marge qui montre, et ça c'est souvent ce qu'on met en avant, c'est qu'on considère qu'on a une réelle capacité ce qu'on appelle un pricing power dans une certaine terminologie, à passer en fait les hausses à nos clients. Donc ça, on l'a illustré sur ce premier semestre. Donc résultat opérationnel plus 5,6% et notre résultat net part du groupe qui augmente de 9,2%, qui est en lien avec l'augmentation de notre chiffre d'affaires. Donc l'élément aussi important à souligner, c'est notre taux d'impôt, puisque notre taux d'imposition est passé à 25%, mais ça c'était prévu. Donc maintenant sur tous les pays où on est présent, c'est-à-dire la France, Belgique et l'Espagne, nous sommes en fait à un taux à 25%. Et ça, mécaniquement, ça nous a fait économiser des charges d'impôt, puisque l'année dernière, on était sur un taux d'impôt à 27,5%. Et on a eu également un petit boni à la suite d'une réclamation que nous avons portée auprès des services des impôts pour collecter une déduction à laquelle nous avions droit. Et donc ça fait un petit boni qui a gonflé un petit peu notre résultat, mais de l'ordre de 300 000 euros. Donc ce n'est pas forcément un montant c'est un montant significatif, mais qui n'explique pas la bonne performance, enfin qui n'enlève pas la bonne performance de l'ensemble de nos filiales. Donc ensuite, on va passer sur la situation financière. Donc la situation financière, comme l'exposait Guillaume, effectivement, nous nous retrouvons à fin juin avec un niveau de stock qui est fort, donc 204 jours d'achat consommés. Et donc ça, effectivement, on l'avait déjà expérimenté à la fin de l'année 2021, puisqu'on était à 201 jours. Et quelque part, on anticipait une baisse de ce nombre de jours, mais ce qui n'a pas été le cas. Donc nous avons plusieurs éléments qui expliquent cela. Au niveau du démarrage de la saison dans l'arrosage, finalement ce démarrage ne s'est pas fait aussi au niveau où on l'attendait. Donc le stock est là et les livraisons aux clients sont peut-être moins importantes que ce qu'on escomptait. Donc on garde en fait le stock chez nous. L'autre élément, c'est l'augmentation c'est l'inflation et donc l'augmentation des prix de nos fournisseurs. Donc à l'achat, on paye en fait un stock plus cher. Donc on le retrouve dans cette valeur de 184 millions.
Donc ça, c'était le deuxième élément. Et puis aussi, on a effectivement passé des commandes pour éviter les ruptures de stock, pour faire face au retard suite aux problèmes d'approvisionnement sur la Chine, puisqu'il y a eu quand même un confinement et avec des retards de livraison. Donc tout cela a fait qu'on a passé des commandes qui sont arrivées un peu en décalé, mais qui sont quand même là, et on porte ce stock et cette valeur aujourd'hui. C'est aussi en lien avec notre volonté d'améliorer notre qualité de service, puisqu'en 2021, on avait eu un certain nombre de ruptures, et en 2022, on voulait effacer et baisser ce nombre de ruptures. Ce qu'on peut constater, puisqu'on a communiqué le nombre de ruptures à fin juin 2022, qui sont de l'ordre de 1225 ruptures de stock. C'est un chiffre qui est en baisse par rapport à ce qu'on avait déjà communiqué à fin septembre 2021. Donc on a moins de ruptures, mais elles continuent d'exister. Et ça, c'est quelque part, en termes de chiffre d'affaires, on n'a pas une perte de chiffre d'affaires ça ne représente pas une perte de chiffre d'affaires très importante, ou c'est plutôt un report de chiffre d'affaires. Donc si on regarde la valeur de stock à 184 millions, l'impact direct, c'est sur notre trésorerie, donc à court terme, puisqu'on se retrouve en fait avec une trésorerie à court terme négative de 15 millions. Donc on finance notre stock. Nous avons payé donc nos dividendes en avril. Nous avons continué de rembourser nos emprunts sur le début de l'année. Et nous avons financé également des investissements immobiliers et logistiques, d'équipements logistiques pour notre filiale FG Inox. Tout ça se traduit dans ce chiffre de moins 15 millions. Alors, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que structurellement, à fin juin, on est finalement au point le plus bas de notre trésorerie, puisqu'on a acheté le stock pour pouvoir, dans les activités saisonnières, pour pouvoir livrer les clients et assurer des mois de chiffre d'affaires qui sont forts, juin, juillet, août et septembre. Donc on porte le stock, on l'a financé, et les encaissements clients finalement arriveront un petit peu plus tardivement, puisqu'on a un délai règlement qui est entre 60 et 70 jours selon les activités. Donc mécaniquement, à fin juin, c'est là où on a le point le plus bas. On va parler ensuite de notre dette financière. Donc notre dette financière, c'est une dette qui est en fait sur 5 ans, on va dire à moyen terme, qui est à taux fixe. Donc ça veut dire qu'en cette période d'évolution, d'augmentation de taux, nous connaissons exactement la charge financière que nous allons payer. Il n'y aura pas de variation. Et donc cette dette financière, elle est en lien avec les acquisitions que nous avons réalisées par le passé. Et donc logiquement, les premiers emprunts qui vont finir d'être remboursés seront en fait fin 2022. Donc ça nous permettra effectivement de dégager une capacité potentielle de contracter d'autres emprunts si nous avons des opérations particulières à réaliser. Et tout cela, donc trésorerie, dette financière, il faut vraiment la mettre en lien avec notre structure financière, qui est une structure financière solide, avec des capitaux propres qui sont à plus de 290 millions. Donc on a distribué au fil de l'eau, mais on a toujours capitalisé et mis en réserve nos résultats. Donc on se retrouve quand même à la tête d'un montant de capitaux propres conséquent, et qui nous permet quand même d'avoir un bon scoring, une bonne notation, on va dire plutôt une notation financière auprès de la Banque de France, auprès de nos banquiers. Et on remercie quand même aussi nos partenaires financiers, puisqu'ils nous ont accompagnés dans le financement de cette trésorerie court terme. Je vais passer ensuite sur la slide suivante. Toujours en lien, tout à l'heure j'en parlais, donc la trésorerie, donc on a financé effectivement des investissements. C'est des investissements qui étaient programmés. Donc on a dans ces investissements 2,2 millions d'investissements qui sont liés à notre parc immobilier, avec des travaux qui se sont terminés sur le premier semestre. Je parlais de FG Inox tout à l'heure. Accélère également, puisque maintenant ils ont déménagé en mars dans leur nouveau bureau, et nous avons commencé donc les travaux. Nous réhabilitons un bâtiment et nous appliquons. Donc c'est un peu un site pilote où nous appliquons en fait les principes de la rénovation énergétique en utilisant donc des produits qui sont des produits notamment de Thermacome sur les plafonds rayonnants, avec des brises soleil orientables, avec un renforcement de l'étanchéité. Donc on est en train finalement de construire, de mettre en application avec des financements au travers des certificats d'économie d'énergie. Et tout cela pour doter Thermador Group qui, au niveau de la structure de la holding, a
a donc augmenté en termes de salariés, puisque maintenant on est passé à 24 salariés, avec un pôle pour la partie système d'information, un pôle pour la finance, un pôle pour le développement durable et un pôle sur l'immobilier, la supply chain qui est en train de s'étoffer. Donc nous sommes en train de construire les futurs bureaux de Thermador Group, et Opaline en bénéficiera également, puisque nous allons réhabiliter leur bureau. Donc tout ça, ça fait partie des investissements. Donc 2,2 millions sur la partie immobilière, 1,7 million sur FG Inox avec le financement de ses équipements logistiques, puisque nous avons modernisé en fait les outils mis à disposition de cette filiale. Et donc nous avons eu un démarrage mi-juin de cette nouvelle solution logistique. Ensuite, donc ce qui concerne, toujours en lien avec la trésorerie, avec notre besoin en fonds de roulement, notre besoin d'exploitation, donc nous avons donc notre encours client. Donc au niveau de notre bilan, nous avons une augmentation de notre encours client, mais qui est en lien avec l'augmentation de notre chiffre d'affaires. Et nous suivons donc notre délai règlement client pour nous assurer que nos clients honorent en fait les paiements de leurs factures. Et donc ça fait partie des points de vigilance avec certains clients qui ont bénéficié de PGE. Donc nous restons, nos équipes finance et notamment en filiale restent très précautionneux par rapport à l'encaissement de ces créances. Et les dettes fournisseurs également, on note qu'il y a une augmentation de nos dettes fournisseurs, mais là encore, c'est en lien avec l'augmentation de notre activité et l'augmentation de notre stock. Et donc avec toujours des dettes fournisseurs que nous maintenons avec un délai règlement fournisseur qui est en lien avec nos engagements. Donc nous tenons nos engagements par rapport à nos fournisseurs. Je vais passer la parole après donc à Guillaume pour la partie perspective. Alors, quelques perspectives. Déjà, à court et moyen terme, sur 5 ans, de très bonnes perspectives en France de notre activité bâtiment, qui, vous le savez, représente quasiment 50% de l'activité du groupe. Et toujours pour équiper les bâtiments de solutions innovantes et économes pour la production d'eau chaude sanitaire, mais également pour le chauffage. Donc, rénovation énergétique des bâtiments, ça reste une thématique à l'ordre du jour et pour une longue période. Vous l'avez peut-être lu, nous avons en France 5 millions de passoires thermiques qu'il va falloir rénover, et les pouvoirs publics se sont engagés à accompagner ce mouvement pendant à minima 5 ans. À plus long terme, on va se situer sur une dizaine d'années, l'industrie sera pour le groupe Thermador un axe de développement, puisque nos parts de marché en Europe, et là je parle d'export, sont relativement faibles, et donc nous avons beaucoup à faire. Et nos parts de marché dans l'industrie en France sont aujourd'hui significatives, mais nous pensons en devenir. Donc ça, c'est, je dirais, la perspective 10 ans axée sur le développement de la robinetterie industrielle. Donc on parle de la France, l'Europe, et ça peut être également à plus long terme l'Afrique, où nous avons déjà un chiffre d'affaires embryonnaire, des contacts, des visites, des personnes qui visitent ces pays-là. Et nous espérons bien, sur ce continent qui est finalement assez proche de l'Europe, développer cette activité robinetterie industrielle à long terme. Peu de perspectives dans le grand public, en tout cas à court terme, en tout cas pas de perspective de croissance. Comme nous le disons depuis le début de l'année, nous pensons que l'année 2022 va être difficile. Nous ne nous attendons pas non plus à un retournement extraordinaire en 2023 du fait de l'inflation et des problématiques de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Et ça pénalisera sans doute plus les matériels, j'allais dire chers, mais plus chers, comme des compresseurs d'air par exemple, que des matériels que l'on change par nécessité ou envie, comme la robinetterie sanitaire. Le Covid en Chine a eu des impacts sur les délais de livraison.
Mais comme vous avez pu voir sur le niveau de nos stocks, nous sommes quand même parvenus à approvisionner ces produits. Très difficile de savoir ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent en Chine dans la façon de traiter cette pandémie. Bon, la conséquence directe pour le groupe, c'est une augmentation du niveau de stock pour limiter le risque de rupture. La guerre en Ukraine est malheureusement sans doute là pour durer longtemps. Autant à court terme, nous n'avons pas vu d'impact pour le groupe Thermador, autant à moyen terme, il peut y avoir un impact sur l'économie générale, mais également sur certains pays qui sont proches de l'Ukraine et naturellement en affaires avec eux. Les approvisionnements, j'ai parlé de nos approvisionnements en Chine, mais on doit aussi parler de nos approvisionnements en Europe, avec quand même des problématiques d'approvisionnement sur certains matériels qui sont, par exemple, équipés de composants électroniques. Nous avons vu certains de ces matériels-là en rupture momentanée, et donc sur certains de ces matériels, nous sommes livrés au compte-gouttes par nos partenaires, notamment les partenaires italiens. Donc je dirais que sur les approvisionnements, nous restons en situation de tension et de vigilance, et nos équipes restent extrêmement mobilisées. L'inflation et les marges, c'est deux sujets qui sont finalement liés l'un à l'autre. L'inflation, nous estimons que la vague majeure d'inflation de nos produits va s'estomper, et nous estimons également que l'inflation moyenne dans le groupe Thermador, alors je fais une estimation au risque de me tromper, sera à la fin de l'année moins forte que 11,4%. Rappelez-vous que l'année dernière, la moyenne calculée sur 12 mois en 2021 a été de 4,3%. Et nous pensons qu'effectivement, nous sommes sur un pic et que tout ça va redescendre. En revanche, sur du plus long terme, il est probable que nous soyons maintenant installés sur une inflation, on va dire, structurelle, puisque l'énergie coûte cher, mais nous pouvons également nous retrouver confrontés à les répercussions du verdissement de l'économie sur les prix, avec là une tendance long terme sur l'inflation. Les marges, nos filiales, comme vous l'avez vu, ont bien travaillé, bien répercuté ces hausses de prix sur la première partie de l'année. Il reste cependant des choses à faire, à la fois en B2B, mais aussi et majoritairement en B2C. Et nous espérons que nos filiales B2C parviendront, sur la deuxième partie de l'année, à restaurer leurs marges qui ont été mises à mal par ce phénomène un peu inflationniste. Et puis un dernier mot sur les acquisitions. Donc nous avons fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une acquisition sur cette première partie de l'année. Nous avons actuellement encore des contacts avec des sociétés qui éventuellement pourraient venir rejoindre le groupe Thermador. Donc ce sont des dossiers que nous regardons avec attention, avec prudence, et ce sont des décisions que nous prenons d'une manière collégiale, à la fois en consultant les dirigeants opérationnels du groupe, qui sont eux-mêmes patrons de filiales, mais également en demandant à nos administrateurs de se positionner sur ces projets, sachant que sur des projets significatifs et impactants pour le groupe, nous souhaitons avoir une majorité relative des positions au niveau du conseil d'administration. Voilà, nous en avons terminé pour cette petite présentation, et on va tout de suite embrayer sur vos questions. D'ailleurs, j'en profite pour vous saluer tous, puisque certains nous ont rejoints pendant ce webinaire. Nous sommes plus de 60 personnes, ce qui est un très très bon score pour
le dernier vendredi de juillet à la veille des vacances. Pour éviter les embouteillages. Ça y est, Patricia est déjà en train de penser à ses vacances. Voilà. Et ben, tout le monde a le sourire. Voilà. Parce que forcément, on est un petit peu fatigué et on se dit que changer d'air va nous faire du bien. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir la liste des présents, puisque nous avons autour de ce webinaire des gens qui ont fondé l'entreprise, des salariés, bien évidemment des investisseurs individuels, des investisseurs institutionnels, français et étrangers. Donc, merci à tous pour votre présence, vos questions, et nous allons traditionnellement y répondre en direct avec Patricia. Si Patricia a des questions en anglais, elle les prendra. Alors, bonjour. Alors, on va répondre à Olivier. Bonjour. Quelle est votre exposition à une éventuelle pénurie de gaz l'hiver prochain? Merci de votre réponse. L'exposition au gaz, elle est faible à court terme. Alors, imaginons que la livraison de gaz soit réduite de 20% en France en hiver prochain. Bon. Ou imaginons que les Français soient vraiment disciplinés et que tout le monde mette son thermostat à 19 degrés, forcément ça diminuera les consommations et ça va moins solliciter les installations qui sont pilotées par des chaudières gaz. Donc on peut imaginer que la maintenance de ces installations sera un petit peu moins forte et donc le changement d'accessoires sur les installations un peu moins présent. Cela étant, l'impact est quand même extrêmement limité, sachant qu'il y a de plus en plus, vous le savez, de logements en France qui sont équipés de pompes à chaleur et donc alimentés par de l'électricité. En termes de fonctionnement, quand même, dans nos bâtiments, parce qu'il y a peut-être aussi cette question, elle peut aussi se lire comme ça. On a en fait dans nos bâtiments, il y a énormément d'entrepôts logistiques. Ces entrepôts logistiques ne sont pas chauffés. Ils sont maintenus en température, donc on n'a pas forcément une consommation qui est très importante et on fait vivre quand même notre parc immobilier pour avoir une meilleure étanchéité possible et une meilleure en fait isolation pour pouvoir ne pas avoir de température négative. Donc quelque part on peut imaginer, même s'il y a des restrictions de gaz, pouvoir continuer de travailler dans des conditions qui seront en fait acceptables. Voilà, alors un impact qui, à mon avis, peut être significatif en ce qui concerne le gaz, c'est plus lié à nos fournisseurs, et certains de nos fournisseurs, je pense à des fournisseurs italiens significatifs, utilisent encore le gaz pour chauffer le laiton. Et donc, pénurie de gaz, augmentation des prix du gaz, forcément répercussion sur le prix des produits. Donc, même si les inflations ne vont pas perdurer à des niveaux tels qu'on les a connus, ça peut alimenter là aussi l'inflation sur nos produits. En sachant qu'on en a déjà eu quand même dans l'inflation, on a déjà eu quand même une partie qui correspondait en fait aux consommations d'énergie et l'augmentation de l'énergie, puisqu'en fait on a l'Italie, on a d'autres pays européens où les augmentations sont beaucoup plus importantes qu'en France. Oui, mais quand on parle de pénurie, on s'imagine que le gaz peut encore augmenter par rapport au prix d'aujourd'hui. Tout à fait. Parce que c'est bon, on verra. Question de Jean-Pierre, comment faites-vous pour réussir à augmenter les stocks aussi rapidement et de façon significative en période de pénurie d'appro? Alors Patricia et moi, on ne fait pas grand-chose. C'est vraiment nos services achats dans les filiales qui travaillent d'arrache-pied pour obtenir ces livraisons. Je dirais que simplement c'est lié au professionnalisme de ces équipes. Je les salue, j'en profite spécialement pour les saluer, parce qu'ils sont vraiment à des postes clés, hein, comme tous nos salariés aujourd'hui. C'est aussi lié à l'histoire que nous avons construite avec nos fournisseurs. Et dans des périodes difficiles comme ça, je pense que nos fournisseurs donnent priorité au groupe Thermador et aux filiales du groupe par respect pour l'histoire que nous avons bâtie ensemble. Ensuite, une question de Paul qui gentiment nous félicite pour ses résultats très solides et qui nous parle de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est prévue en croissance organique ou via des acquisitions? Très sincèrement, nous n'avons pas d'idée d'acquisition aujourd'hui en Afrique. Quand il s'agit d'acquisition et de détenir des sociétés dans un pays tiers, nous regardons bien évidemment la stabilité géopolitique des pays concernés.
Donc, je dirais qu'il est urgent de ne pas se presser sur une acquisition sur le continent africain, mais plutôt, on va dire, dans les 10 prochaines années, une croissance organique. Et puis, Paul me demande si on peut faire un point sur le M&A. Alors, M&A, en français, ça veut dire fusion-acquisition. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein, quelques projets se présentent à nous. Nous les étudions tranquillement, en toute transparence avec notre conseil d'administration et les administrateurs indépendants, bien évidemment. La question de Jean-Pierre. Subissez-vous une pression en interne ou lors des embauches sur les salaires? Effectivement, on peut considérer que sur les embauches, nous sommes continuellement vigilants, mais on constate quand même depuis le début de l'année une pression qui fait que nous devons être vigilants sur les packages que nous proposons en fait à nos salariés, ou les candidats que nous souhaitons recruter. Et au niveau des salaires, effectivement, on avait déjà quand même commencé à augmenter les salaires en fin d'année dernière. On a continué de les augmenter sur le premier semestre et on reste toujours vigilant sur l'évolution du pouvoir d'achat de nos salariés. Alors après, je rappelle quand même que les salaires, alors Patricia et moi, on est responsables des salaires des salariés de la holding, hein, Thermador Group, et on s'occupe de les accompagner dans cette période. Et chaque filiale, bien évidemment, pilote sa politique salariale. Sachant que l'idée, c'est quand même de faire en sorte que nos salariés ne soient pas trop pénalisés par cette inflation qui est, pour certains d'entre eux, difficile à vivre, puisque ceux qui viennent travailler en voiture et qui n'ont pas d'autre choix sont directement impactés. Alors, pour ça, on a aussi mis en place un forfait de mobilité durable. Patricia, tu peux peut-être en parler, parce que ce n'est pas du salaire direct, mais ça peut être un moyen de sauvegarder son pouvoir d'achat. On a bénéficié en fait d'un texte de loi qui permet à chaque employeur de proposer à ses salariés un forfait de mobilité durable. Donc ça veut dire que c'est une prime versée, non taxée au niveau des charges et également non taxée au niveau des impôts sur le revenu. Donc c'est un montant qui est limité, qui est de 500 € par an. Et donc ce qu'on a travaillé donc l'année dernière avec le groupe Thermaver, qui est un groupe transversal qui réunit plusieurs salariés de nos filiales. Et avec la CAPI également, qui est en fait la communauté d'agglomération, communauté de communes, donc pour pouvoir en fait regarder l'évolution des transports. Et donc à partir du moment où un salarié vient en mode doux, donc en covoiturage, en bus, en vélo, qu'est-ce qu'il y a d'autre, en trottinette également, à pied. Donc il est en fait quelque part récompensé et donc il perçoit une prime en fin d'année qui est de 500 €. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qu'on développe, et on a mis aussi également en place une application de covoiturage qui permet à chaque salarié d'identifier les salariés qui potentiellement peuvent covoiturer. Ça permet de se regrouper dans quatre dans une voiture et de limiter les dépenses d'essence. Alors, la suite de la question, que va emporter Patricia dans son cartable? Rien, rien du tout. Patricia, pendant 3 semaines, elle décroche. Donc, ne cherchez pas à la joindre, elle ne sera pas joignable. Il faut absolument qu'elle se change les idées. Alors, ensuite, une question autour... Alors, ce n'est pas une question, c'est une félicitation de Louis-Claude. Félicitations pour votre gestion. Vous pouvez le lire comme nous, hein. Alors, nous attendons un gros changement du système économique et Thermador peut être alléchant. C'est vrai que nous sommes un acteur de la rénovation énergétique. Nous ne sommes pas trop en retard dans cette transformation de l'économie pour une économie plus verte. Compte tenu de votre gestion de modèle AL, ça veut dire Air Liquide dans le langage des investisseurs individuels, Air Liquide que nous trouvons... que nous respectons, hein, bien évidemment, que nous avons choisi comme modèle, pour le suivi actionnarial. Voilà, et qui rappelle qu'effectivement, c'est un modèle qui permet éventuellement de se prémunir d'une OPA. Je ne pense pas qu'on soit tellement en danger au niveau du groupe Thermador, pour des raisons assez simples qui sont liées au fait qu'on est dans un métier assez particulier. Nous sommes une société de distribution, mais positionnée à un endroit qui nous rend difficilement
achetable et difficilement vendable, ce qui est une autoprotection. Une question de Patrice qui nous dit, Patrice Leponner, qui est un acteur important du groupe, hein, puisque c'est lui qui pilote l'activité d'OMAC à Vierzon, qui nous demande si nous allons obtempérer si le gouvernement nous demande d'augmenter les salaires. Alors, c'est pas un si, hein, puisque Bruno Le Maire l'a encore répété cette semaine, les entreprises doivent augmenter les salaires. Cela étant, il ne faut pas tout confondre. Je crois que chacun doit endosser ses responsabilités et nous n'avons pas de consignes particulières à attendre des pouvoirs publics à ce sujet. Nous préférons assumer nos propres responsabilités et, comme on l'a dit tout à l'heure, Patricia et moi, sensibiliser nos dirigeants de filiales pour qu'ils soient attentifs et qu'ils accompagnent nos équipes. Donc après une question de Dominique, avec le recul de la demande et la baisse en fait des prix de certaines matières premières, c'est vrai que c'est ce que nous commençons en fait à constater sur juin et juillet. Pensez-vous avoir à passer les dépréciations sur stock au deuxième semestre? Donc on fait, dans le cadre de la clôture des comptes au 30 juin, on fait une revue, même si on dit que c'est une revue limitée de nos comptes, on fait une revue en fait de notre niveau de stock et on regarde en fait les dépréciations qui sont potentiellement à passer. Après, la qualité du stock, elle est là. On n'a pas de phénomène phénomène en fait de vieillissement de stock ou de stocks qui peuvent être avec des dates de péremption, ça n'existe pas. Donc quelque part le niveau des dépréciations, il est en lien avec le caractère invendable de la quantité. Voilà, donc c'est le fait qu'on ait des impacts haussiers au niveau des prix fait que peut-être effectivement on a une baisse de la marge, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va devoir passer des dépréciations, parce que quand on passe une dépréciation, ça veut dire qu'on considère qu'on va vendre notre stock en dessous du prix de revient et du prix d'achat, ce qui n'est pas le cas. Alors le point de Dominique, c'était en cas de baisse des prix. Des prix, oui, mais alors en cas de baisse des prix, effectivement, c'est pas une dépréciation qui va intervenir. Si les prix baissent sur un certain nombre de matériel et qu'on est amené à accompagner nos clients pour rester compétitifs, sachant qu'on saura quand même leur rappeler que dans les années difficiles où ils étaient en recherche de produits, on a toujours été là pour les livrer. Je ferme la parenthèse. En cas de baisse de prix, ça se reflète directement sur la marge commerciale, puisque on peut être amené à faire un petit sacrifice momentané pour accompagner le marché et simplement renouveler le stock à un prix plus avantagé. Mais en tout cas, pas de dépréciation supérieure. Éventuellement, si ça se passe, on reste dans l'hypothèse d'aujourd'hui, ça se voit sur la marge commerciale. Alors, nous sommes déjà arrivés à court de vos questions, mais remarquez, l'heure tourne, hein, puisqu'il est 18h50. Moi, j'ai pu, je crois qu'on a... Si, je voulais juste préciser, par rapport à ce que Patricia a dit sur le nombre de ruptures tout à l'heure, aujourd'hui dans le groupe Thermador, 1225, c'était fin juin, à relativiser du nombre d'articles que nous tenons en stock, environ 75 000, et pour être plus précis, c'est ce que vous pouvez lire dans la lettre aux actionnaires, ça pourrait éventuellement représenter 2,7% du chiffre d'affaires. Et comme l'a dit Patricia, c'est plus souvent un décalage de commande. Bon, écoutez... et après, quand on regarde, on peut se dire, est-ce que c'est souvent un approvisionnement asiatique, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est à la fois l'Europe et l'Asie. Non. Après, le nombre de ruptures, c'est aussi puisque sur certaines références, on est en prise de part de marché, on a des volumes importants et quelque part, il faut un réajustement entre la capacité de notre fournisseur à fabriquer et nous, en fait, à vendre. Donc, il y a aussi un ajustement par rapport à ça. Bien, je vois que les questions sont pour l'instant terminées. Donc, je refais un petit focus sur la rénovation énergétique, puisque j'ai oublié de mentionner les chauffe-eau solaires. Un certain nombre de produits que nous vendons dans ce domaine. C'est important pour l'avenir. Équipement autour des pompes à chaleur, chauffe-eau solaire. Donc, il ne s'agit pas de panneaux photovoltaïques fabriqués en Asie, mais il s'agit de panneaux hydrauliques fabriqués en Europe. Donc, chauffe-eau solaire. Mais nous avons également... dans l'ensemble PV-Tube Thermacome, des plafonds rayonnants qui permettent de rafraîchir les bâtiments en économisant l'énergie.
Nous avons chez Acceler des VMC double flux qui là aussi permettent de faire des économies. Chez Sferaco, des compteurs d'eau, des compteurs de calories, là aussi qui sont vraiment des matériels adaptés pour ces économies. Donc vous voyez qu'on a une palette de produits tout à fait dans le vent, on va dire. Alors, on nous demande quel impact sur le dividende. C'est quand même un petit peu tôt pour en parler. Vous savez que nous avons, depuis l'introduction en bourse, nous n'avons jamais baissé le dividende. Nous savons que c'est quelque chose qui est attendu des actionnaires individuels et nous souhaitons garder notre réputation de société introduite en 87 sans avoir jamais baissé son dividende. Donc je pense que ça pourra vous rassurer si le dividende vous intéresse. Jean-Pierre. On était sur 2 euros en distribution. Connaissez-vous désormais Jean-Pierre a raison de me relancer sur le sujet parce que je n'ai pas encore répondu et c'est une question qui va être forte. La marque Thermador. Il va falloir, oui. Donc il va falloir qu'on demande effectivement à Yves Ruget qui est sur ce webinaire. Donc Yves, pour la rentrée, il faudra que tu nous calcules le pourcentage de tes produits vendus sous la marque Thermador. Mais est-ce qu'il ne l'avait pas fait? Alors, peut-être que si Yves l'a en tête, il peut répondre, mais je pense que, vu l'évolution des gammes en ce moment et la vitesse de croissance du chiffre d'affaires, je préférerais... donc là, je plaide coupable, Jean-Pierre, on n'a pas la réponse, mais on va essayer d'y répondre rapidement. Après, ce qu'on peut dire, c'est que nos marques sont déposées. Tous les noms en fait, des filiales correspondent à des marques et tous les noms en fait, sont déposés. Alors, c'est Highwell, donc c'est notre interlocuteur anglais de la soirée, qui parle un français parfait, et qui nous pose la question. Merci beaucoup pour tout votre travail et pour les résultats. Un point sur l'outlook quant aux marges, je pense, et sur les perspectives de marge, et à quel point il est difficile de... regagner des marchés. Ah oui, regagner des marchés en vue de la faiblesse de volume. Je pense que les gains de part de marché, nous les avons réellement faits pendant la crise et pendant les pénuries. Maintenant, tout le jeu, c'est de rappeler aux clients qui sont venus nous rejoindre pendant cette période que nous avons été là et qu'il faut éventuellement rester avec nous. Donc, je ne pense pas qu'effectivement, on rentre dans une période où les gains de part de marché vont être simples. Ça ne sera pas l'enjeu de nos filiales. L'enjeu pour nous, c'est de conserver celles que nous avons gagnées pendant les moments difficiles. Ensuite, les perspectives sur les marges. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ce deuxième semestre, nous attendons essentiellement de la part des sociétés qui sont dans le domaine du grand public de répercuter toutes les hausses et de rattraper le retard de marge qu'elles ont pu enregistrer sur cette première partie de l'année. Donc voilà le timing. À plus long terme, c'est Highwell, je suis désolé, mais c'est quand même très difficile d'y répondre. Jean-François, pose une question. Pensez-vous que les pouvoirs publics devront décaler les mesures restrictives concernant les passoires thermiques au vu des surcoûts et des soucis de pouvoir d'achat? C'est déjà le cas, Jean-François. Les pouvoirs publics sont quand même de plus en plus vigilants pour éviter que n'importe quoi soit fait sur les chantiers. Donc je dirais que les subsides de l'État, et donc notre argent, est regardé d'une manière un peu plus précise aujourd'hui pour éviter que des installations soient sponsorisées alors qu'elles n'ont pas vraiment de raison de l'être. Je vais vous donner un exemple. Si un installateur propose de vous poser pour 1 euro un chauffe-eau solaire orienté plein nord, je pense qu'il faut quand même vous méfier parce que l'efficacité du matériel sera forcément extrêmement réduite. Donc les pouvoirs publics ont pris conscience, et il y a déjà des mesures restrictives, ce qui n'empêche pas aujourd'hui le marché de se développer. Et les passoires thermiques sont quand même là et il va falloir les rénover. Après, il y a une question sur Alain. Donc, pensez-vous pratiquer des provisions pour hausse de prix? Donc, on s'est posé déjà la question fin décembre l'année dernière. Et c'est une question qu'on s'est posée avec nos commissaires aux comptes et nous avons décidé de ne pas le faire. Et là, à fin juin, on a eu à nouveau la question et on ne pense pas en fait
avoir besoin de passer des provisions pour hausse des prix. Quelque part, on a déjà eu des hausses des prix et on pense que effectivement l'inflation, comme le disait Guillaume, l'inflation qu'on a eue sur le premier semestre, sur en fait le deuxième semestre, elle va quand même avoir tendance à baisser. Donc on ne sera pas sur des mécanismes de hausse de prix durables qui font que ça justifie le fait de passer des provisions. Robert qui nous pose une question. Robert que j'ai eu la chance d'avoir dans mon équipe commerciale quand j'étais chez PB Tube et qui a dû me supporter quand j'étais un jeune directeur commercial. Robert qui nous demande si on ne pourrait pas créer une financière Thermador Group pour accompagner par exemple de jeunes start-upers. Alors je dirais que c'est déjà le cas puisque alors on n'est pas dans le monde du digital ou du numérique, mais les sociétés Aelo et Accélère nous les avons accompagnées financièrement pour les emmener là où elles sont aujourd'hui, avec les résultats que vous connaissez. Donc je dirais qu'on joue déjà ce rôle-là dans notre marché. À travers aussi des départements que nous avons dans des sociétés, puisqu'on a Tewa qui est au sein de Thermador sur la rubrique nutri-sanitaire, et puis on a chez Sferaco des départements qui en fait travaillent des solutions, des produits, des développements de gamme. Donc cet esprit-là, finalement, on le retrouve soit via des filiales qui sont créées, soit au sein de filiales historiques qui aussi peuvent se permettre, du fait du niveau de résultat, d'accompagner des développements futurs peut-être de sociétés ou de filiales de demain. Voilà, donc une financière Thermador Group, pour moi, ça n'aurait pas tellement de sens puisque Thermador Group, rappelez-vous, quand nous sommes introduits en bourse, Thermador Group s'appelait Thermador Holding. Donc nous sommes à l'origine une société financière qui accompagne des sociétés dans leur croissance et leur business. C'est de l'animation de nos filiales. Si demain, effectivement, on voit à l'extérieur du groupe une start-up qui peut contribuer à la croissance du groupe, l'accompagner, oui, rentrer dans son capital pour être actionnaire majoritaire, pourquoi pas, mais avec une vision toujours extrêmement long terme et une vision prudente, parce qu'on ne veut pas non plus s'éparpiller et dilapider l'argent qui nous appartient pas, qui appartient aux actionnaires. Il y a Yves, je pense, qui va apporter une réponse. Je te remercie Yves d'intervenir en direct. Le mix produit de Thermador a fortement évolué ces derniers temps. L'étude du poids de la marque à refaire, sachant qu'en plus, et bonne nouvelle, nous avons de nouvelles marques en hausse dans le mix. Par exemple, les kits solaires Astrea. Donc Yves, voilà, Patricia n'avait pas de travaux pour ses vacances. Toi, tu vas partir en vacances avec ces travaux-là. Mais bon, on tolérera quand même une réponse d'ici la fin de l'année parce qu'on souhaite fin aussi... septembre. Non, fin septembre. C'est bien fin septembre. Non, vraiment, il faut que Yves aussi se repose parce que Yves qui dirige la société Thermador et tous les salariés de la société Thermador ont fait quand même des choses absolument extraordinaires pour arriver à livrer les commandes qui leur étaient passées par les clients. Bien, écoutez, il est 19h, l'heure a sonné pour les vacances de Patricia et donc c'est tout à fait respectable et nous vous souhaitons à tous une excellente soirée et de très bonnes vacances. Merci, bonne soirée à vous et rendez-vous quand ? Au mois d'octobre. Voilà.